Bon, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur ce live Bonsoir. spécifique. On va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut faire pendant cette période pour essayer de capter des clients, trouver des clients. Donc, juste avant de commencer le live, dans le chat, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien pour ne pas rater les prochains lives, pour vous inscrire. Vous laissez juste votre email, d'accord? C'est important pour nous parce que ça nous permet aussi de vraiment aussi être au courant de qui va venir sur les lives et de pouvoir aussi vous proposer des sujets qui vous intéressent. On vous invite aussi vraiment à partager vos impressions sur les conférences qu'on fait à chaque fois. Enfin, ce n'est pas vraiment des conférences, c'est plus un échange, un petit peu aussi à bâton rompu sur ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à partager après, notamment sur LinkedIn. Et puis surtout, si vous avez des questions spécifiques, moi, je vais plus m'occuper aussi un petit peu aussi de la gestion du chat ce soir. Donc, je vais essayer de répondre aux questions. Et puis, soit on prévoira un temps, bien évidemment, à la fin, ou sinon, on le fera pour le prochain live. Et je rappelle aussi que, bien évidemment, ce live, donc, il est en replay. On le mettra en replay directement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous recevrez. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu quelques difficultés parce que je vous avoue que parfois, si la connexion Internet, tout le monde passe sur du distanciel. Donc, ça peut être un peu difficile, mais on a réussi quand même à mettre le live, notamment sur YouTube. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, vous aurez accès aussi, bien évidemment, au live sur la conférence. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Julien Bréal. Donc, moi, Julien Pibouré, et bien sûr, Julien Bréal, qui va parler un petit peu de ça. Et ensuite, on répondra aux questions spécifiques. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous challenger aussi par rapport à ça, pour qu'on nous apporte aussi des éléments de réflexion par rapport à cette période. Voilà, je te laisse la parole, Julien, et je gère les gens qui reviennent notamment directement sur le live. Ok, parfait. Bon, l'idée, là, on va simplement vous présenter le sommaire. On va se présenter succinctement en 30 secondes voilà, pour que vous sachiez un peu qui nous sommes. Ensuite, vous parler un peu de la situation actuelle. Alors, c'est une petite analyse très très courte pour voir un peu où on en est clairement et si où on en est en termes de date de sortie. Voilà. Et puis, on verra en troisième partie le sujet. En fait, voilà, on est clairement tous en confinement. C'est 4 milliards de personnes dans le monde qui sont comme nous chez eux. Et donc, comment faire face à ça pour trouver des clients. Donc, c'est à la fois des lectures que j'ai pu faire, des échanges avec des clients, des partenaires, voilà, et qui sont dans différents pays aussi. Donc, c'est pas mal de voir un peu comment ça se passe ailleurs. On va essayer de vous donner des conseils concrets de ce qu'on peut faire de ce que d'autres peuvent faire aussi pour essayer de véritablement essayer de vous aider dans dans ce qui se passe actuellement. Et puis en fait une dernière partie de questions-réponses. Donc si en fait dans ce qu'on va développer, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, mettez-les directement dans le chat et nous on les prendra dans cette session. Donc, je vais commencer simplement par me présenter moi rapidement. Je m'appelle Julien Bréal, je suis actuellement installé, je suis en confinement à Bogota, en Colombie. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises depuis plusieurs années sur la prospection commerciale. Donc, c'est d'automatiser la prospection commerciale et les aider à générer plus de prospects ciblés. Voilà, ça c'est mon job. Julien, est-ce que tu veux te Ouais, présenter? moi, ce que je fais, ben, c'est vrai qu'on est un peu complémentaire avec Julien. Moi, je fais tout ce qui est notamment développer votre personal branding et votre marque personnelle directement sur LinkedIn. Donc, il y a des choses similaires avec Julien. Moi, j'ai moins une approche directement de prospection, même si on en fait aussi pour les clients que j'accompagne. Donc, c'est une méthode à travers 3 piliers qui permet de faire ça. Et donc, dans le live, voilà, on a des personnes, comme je l'ai dit au début, qui connaissent Julien, des personnes qui me connaissent. Donc, on essaie d'échanger, de capitaliser sur ça pour vous apporter des éléments de réflexion. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr nous ajouter directement sur LinkedIn. On sera très content de pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, on conseille à tout le monde d'essayer sur LinkedIn de générer des conversations parce qu'on pense aussi que c'est un levier très important pour générer un impact auprès des prospects ou des gens que vous voulez toucher, notamment des décideurs. Je te laisse la parole, Julien. Ok, alors pour faire un peu un point sur la situation actuelle, si tu présentes la slide suivante, là c'était un peu un bilan qui a été fait au 4 avril. Alors globalement, on dit qu'on est un peu en dessous des chiffres, mais pour avoir l'information, c'est semble-t-il 4 milliards de personnes qui sont confinées à travers la planète. Donc c'est quand même une situation assez incroyable qui se passe aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. On a atteint voilà, plus de 63 000 morts et puis plus d'1 million de cas qui ont été détectés.
ce qu'il faut se poser comme question, alors souvent la question qu'on va poser, c'est quand est-ce qu'on va sortir de cette situation? Alors, je ne suis pas médecin, mais de ce que je vois, le seul exemple qu'on a aujourd'hui, c'est le cas Wuhan, donc là où tout a démarré en Chine. Ce qui semble se passer, c'est que les gens peuvent à nouveau sortir avec un masque, ils peuvent aller au restaurant, mais ils doivent garder une distance de sécurité. Mais en fait, si vous regardez, alors, moi je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là, j'ai regardé des documentaires, si vous regardez ce qui se passe en Chine, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou ici en Amérique du Sud aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Chine, la température est contrôlée tous les 300 mètres. Quand vous prenez par exemple le métro, on contrôle votre température avec une petite caméra quand vous rentrez, quand vous sortez. Dès que votre température excède un certain niveau, on vous met de côté et vous allez tout de suite à l'hôpital. Donc en termes de contrôle, et en fait tout le monde a des masques, donc en termes de contrôle, on n'en est absolument pas là. Et vous avez même peut-être pu le voir dans les informations en France qui peut se passer dans les grandes villes, par exemple, où les gens ressortent. Donc la question en termes de business, c'est un peu de se dire quand est-ce qu'on sort de là. Et honnêtement, de mon point de vue, je suis assez pessimiste. Alors, je ne pense pas que clairement au mois de mai ou au mois de juin, on sera dehors. J'ai des amis en France qui me disent que eux, leur chômage partiel a été repoussé jusqu'à fin juin. Et je pense qu'en fin de compte, c'est un choix des gouvernements de simplement repousser tous les 15 jours. C'est mon point de vue. Hein. L'idée, c'est juste de partager un point de vue. Mais en tout cas, voilà, ils repartagent. En gros, ils repoussent à chaque fois de 15 jours. Mais je pense qu'on ne sera pas sorti de cette situation avant juin. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet ou au mois d'août. Ça va être très compliqué puisque les gens, en tout cas les Français, vont sûrement partir en vacances à la plage, au soleil. Et je pense que ce sera très difficile de les retenir d'une part et en même temps de leur dire en fait, il faut continuer à rester chez vous. Je pense que ça va durer encore longtemps cette situation, surtout si on n'a pas de masque. Et vous pouvez le voir, la guerre qu'il y a entre les pays sur l'achat de masques en bas des avions, ce genre de choses. Donc là, on rentre dans quelque chose d'assez incroyable. Donc, moi, j'ai un côté pessimiste et je suis en train de me dire on ne sortira pas du confinement avant septembre, si ce n'est plus. Et de mon point de vue à moi, je pense que la situation en France et dans les pays européens, et je vois comment est gérée en Chine et comment c'est géré en Europe, je pense qu'avant septembre, il se passe pareil. Et donc, en fait, c'est une situation qui va durer dans le temps. Et du coup, il faut se préparer dès maintenant. Alors oui, c'est une crise sanitaire qui est très grave, mais je pense qu'en termes de business, il y a des opportunités. Et alors, si tu passes juste la slide suivante, je dirais il y a celle d'après, après le cas Wuhan, je pense qu'il y a 3 choses à comprendre. En tout cas, il y a une chose importante à comprendre. La première, c'est que c'est juste une accélération de la digitalisation de l'économie. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 3 mois, on sera arrivé là dans 5 ans. C'est-à-dire que le fait que les gens multiplient les achats e-commerce, le fait que les gens passent beaucoup plus aujourd'hui par le drive, le fait de se faire livrer des plats en fait assez simplement accéléré, le fait que les salariés fassent du télétravail, les entreprises sont plus ou moins avancées, certains c'était 10%, 20% des salariés, parfois plus. Mais finalement, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un excès parce que là, c'est 100% des salariés qui sont en télétravail. Mais les entreprises qui souffrent beaucoup, c'est celles qui n'ont pas de solution. Par exemple, de solutions comme Zoom, qui n'utilisent pas des solutions pour que les salariés puissent échanger entre eux, des outils de collaboration, à chercher un terme. Donc, c'est juste une accélération, en fait. Et on va un petit peu revenir après, en arrière, une fois qu'on va sortir de cette situation-là. Mais c'est juste une accélération. Ce qu'on vit là, on l'aurait vécu dans 5 ans. Et c'est ça je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et que si aujourd'hui les entreprises ne sont pas adaptées à ce qui se passe, il faut tout de suite modifier, être très ouvert sur la façon de vendre les choses, la façon d'adapter ses produits, ses services. Il va falloir beaucoup plus les digitaliser et ça, on va le voir un petit peu plus dans le détail. Mais en gros, ce qui s'est passé, si on faisait peut-être un parallèle avec un soldat en guerre, en gros, on a tous été sonnés. C'est-à-dire qu'il y a eu une bombe qui a sauté à côté, on est tombé par terre, on a été complètement sonnés et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on est un peu en train de se relever tout doucement, il y a beaucoup de bruit autour de nous, on n'a aucune possibilité d'avoir une vision, c'est-à-dire qu'on est incapable de dire ce qui se passera dans une semaine, c'est un peu au quotidien, c'est très compliqué pour les entreprises. Celles qui avaient l'habitude d'être plutôt agiles, on va dire, en termes d'organisation, elles fonctionnent plutôt bien. Moi, j'ai un partenaire qui m'a dit qu'il y a une personne d'un grand groupe qui l'a appelé en disant « Écoute, j'ai besoin d'une formation pour former mes équipes à l'agilité. » Et il lui a dit « Écoute, j'ai rien à vendre parce que si les gens n'ont pas l'état d'esprit d'être agiles, s'ils n'ont pas les solutions
Et s'il n'y a pas finalement une vision d'être agile, c'est très compliqué. D'autres exemples, c'est que j'ai beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui viennent me voir en disant, écoutez, moi j'ai une entreprise, j'ai 2-3 commerciaux, j'ai une équipe de 10 commerciaux, ils n'ont pas de profil LinkedIn adapté, on n'a pas de stratégie digitale. Et du coup, c'est le moment parce que là, on se rend compte qu'on prend une grosse claque et qu'on ne s'est pas du tout adapté à ça. Il y a d'autres exemples, des entreprises qui avaient une entreprise qui a par exemple quelques boutiques en France, physiques, qui a dû les fermer et qui a des partenaires qui en fait vendent sur Internet, qui eux ont des sites Internet et qui vendent pour lui. Jusqu'à maintenant, ça représentait 8% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente 80%. Et ça sauve son activité. Il a compris qu'en gros, il faut qu'il investisse site Internet, il faut qu'il ait sa plateforme e-commerce pour qu'il puisse vendre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est juste une accélération et que les entreprises qui étaient à peu près, disons, prêtes, arrivent à s'adapter. Alors plutôt, on va dire, être un peu caricatural, mais plutôt les startups, tout ça, elles arrivent à s'adapter. Les grands groupes qui n'avaient pas mis ça en place, c'est très compliqué, pardon. Un dernier exemple que je peux vous donner en termes de différences culturelles, c'est l'un de mes amis qui a organisé un rendez-vous à Paris il y a 15 jours avec un partenaire. Le rendez-vous avait lieu sur Zoom et le partenaire l'a appelé à l'heure du rendez-vous. Il a dit, en fait, je suis en bas. Il m'a dit, mais comment ça, tu es en bas? Je suis en bas pour qu'on se voit pour le rendez-vous. Il dit, mais écoute, on est en plein confinement, la réunion, on va la faire par Zoom. Pas besoin de se voir. Je dis, mais si, mais nous, on a l'habitude de faire comme ça. Donc, on voit qu'il y a une différence culturelle aussi, où là, tout est en train de changer. Donc, voilà, donc, 3 choses. Accélération de l'économie. On a fait un chemin qui aurait dû nous prendre normalement 5 ans, on l'a fait en 3 mois, même si c'est extrême en effet, mais voilà. Il n'y a pas de date de sortie clairement, mais comme je vous disais au début, et ceux qui nous ont rejoints entre-temps, moi je pense qu'on ne sortira pas de là en septembre. Peut-être même septembre en Europe, c'est peut-être encore optimiste, mais voilà. Et je crois clairement il faut rester optimiste dans la situation et qu'on n'a pas le choix, si la situation dure, de toute façon, de faire du business. Mais il va falloir faire du business différemment. Et c'est là où on passe à la partie suivante, du coup, et au cœur du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est-à-dire confinement, comment trouver des clients. Donc, Julien, si tu peux passer à la slide, ouais, et même celle d'après, qui pose la première question. On va essayer de donner quelques éléments concrets. La suivante. Voilà. Donc, la première question, c'est faut-il faire de la prospection commerciale dans cette période? Donc, sur cette première question, je pense que le point de départ, finalement, qu'on a tous fait de façon assez honnête, c'est de prendre des nouvelles, en fait. Donc, d'abord, il faut se rapprocher de ses partenaires, de ses clients, des prospects avec qui on a pu échanger, et déjà, en fait, de voir en fait la situation, comment ils vont. Il y a peut-être des partenaires autour de vous qui sont en difficulté, peut-être besoin d'aide, mais en général, quand on est en difficulté, on ne fait pas forcément savoir, et en fait, de se rapprocher de ces gens-là. Alors, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe aussi, c'est que comme tout le monde est en confinement, les gens ont le temps de répondre au téléphone. Donc, si vous les appelez, vous avez de fortes chances de les avoir au téléphone et de prendre le temps de prendre des nouvelles et d'essayer de comprendre aussi où ils en sont en termes d'état d'esprit et leur stratégie. Il y a 2 profils de mon expérience des différents échanges que j'ai pu avoir, moi, avec mes clients, les partenaires que j'ai dans différents pays. Il y a 2 profils qui se dégagent. Il y a les gens qui arrêtent tout. C'est-à-dire que clairement, l'état d'esprit, c'est pour l'instant, on arrête et on attend que ça va redémarrer. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de date. C'est-à-dire que les gens ont l'impression encore, j'ai l'impression qu'en France, ce que je peux entendre parfois de certaines émissions de radio, on va nous dire que le 15 juin, on sera tous dehors et le 15 juin, on sera tous dehors aux terrasses à boire des verres. Je ne crois pas qu'il y aura une date qui va arriver très, très vite, je pense. Du coup, donc il faut d'abord faire vraiment ce travail-là, de se rapprocher de ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires qui peuvent vous trouver des opportunités. Ils ont peut-être certains, c'est ce qui se passe pour moi, des partenaires qui m'ouvrent des opportunités en disant, écoute, là, j'ai des clients qui sont sur tel et tel sujet, et par rapport à ce qui se passe actuellement, ils sont vraiment intéressés d'investir. Donc, les 2 profils, il y a les gens qui arrêtent tout, et c'est une erreur. Je pense qu'il faut baisser certains budgets d'investissement, mais il ne faut pas les arrêter. Et d'autres qui se disent, en fait, c'est le moment d'investir. Ce qu'on avait prévu au 2e semestre, finalement, on va profiter que notre agence, notre partenaire ait plus de temps, parce que finalement, globalement, tout le monde a arrêté et que tout le monde vous dit il ne faut pas prospecter, il ne faut pas… Voilà. En fin de compte, vos partenaires ont plus de temps pour travailler et donc si vous êtes sur des projets, ils vont avoir plus de temps pour vous. Ils vont mieux vous délivrer et même plus vite. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre avantage à prendre en compte.
Après, il y a une autre question, si vous faites de l'investissement média, on sait qu'en gros, quasiment toutes les entreprises ont arrêté l'investissement média. Il y a aussi des opportunités là-dessus pour avoir des espaces beaucoup moins chers. Donc, faut-il prospecter? Je pense que la chose qui va être compliquée, c'est vraiment de prospecter à froid, d'attaquer les gens. Alors, ça dépend de votre problématique. Moi, j'ai des clients qui sont sur des problématiques un peu d'assurance ou d'essayer de savoir si les partenaires sont des bons, s'ils ont des difficultés sur les paiements à venir. Donc, ça intéresse les entreprises pour éviter, pour savoir s'ils vont être payés ou pas dans les temps. Mais je pense que pour les entreprises qui ont déjà en fait une communauté, vous avez une newsletter, vous avez un profil LinkedIn, vous avez un réseau, vous avez un groupe Facebook, vous avez une page Facebook. Si vous avez une communauté déjà, elle va vous aider à vous en sortir. Vous allez pouvoir leur proposer des offres plus intéressantes. Alors, il y a des tendances un peu qui poussent, qui sortent en ce moment. C'est plutôt, par exemple, de vendre des formations. On va vendre des micro-formations, des petits éléments que les gens vont pouvoir acheter à 40 €, 90 €, 150 €. Pour vous donner un petit peu aussi, il y a d'autres choses. Dans la négociation avec vos clients, une chose qui est importante, je ne pense pas que le confinement soit une excuse pour soi. On ne peut pas dire parce que c'est le confinement, on ne va pas investir. Mais par contre, bien sûr que l'excuse de dire on n'a pas de budget et écoute, là j'ai 3 mois de trésorerie pour payer les salariés, après j'ai plus rien, ça s'entend, ok, écoute, je peux peut-être t'aider un peu sur certaines solutions. Je pense qu'il faut être ouvert pour accepter des paiements plusieurs fois, peut-être faire des accompagnements en partie en gratuit, on facture certaines choses, mais d'autres on ne va pas facturer. Découper le contrat qui avait été peut-être prévu, vous avez des contrats qui devaient être signés. Finalement, c'est de les renégocier et voir comment vous pouvez le faire pour finalement les faire passer en partie. Parce que dites-vous une chose, c'est que si tout le monde attend le redémarrage ou si tous vos clients, prospects ou partenaires vous disent écoute, on va attendre le redémarrage, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du redémarrage, vous allez avoir un démarrage tellement fort qui va être ingérable en fait. Et donc du coup, il y a peut-être une façon de découper les contrats, votre accompagnement, ce que vous vendez, en le travaillant maintenant durant cette période et dire, bah, tu vois, on peut déjà travailler sur 40%, 50%, 80% du contrat, on peut déjà avancer. Sur de la formation, de penser à des formations à distance avec du Zoom, par exemple, en découpant, en faisant… Enfin, voilà, il faut être très flexible. Il faut même, pourquoi pas, réfléchir sur certaines solutions à des business models différents, vraiment, d'être très ouvert. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand on me dit, OK, vous m'avez présenté votre service, mais combien ça coûte? Et là, je dis, mais en fait, quelle est votre situation actuellement? Est-ce que vous avez de la trésorerie? Est-ce que vous avez du budget? Et en fait, je vends pas forcément au même tarif. J'écoute, je vois les opportunités, comment on peut travailler. Moi, je veux travailler avec mes clients sur le long terme. Donc, il y a des possibilités. Donc, il faut être très ouvert dans la négociation. Et bien sûr que vous n'allez peut-être pas pouvoir imposer le prix que vous imposiez avant, mais de trouver des solutions parce que ces clients-là que vous allez accompagner maintenant, si ça fonctionne, que vous apportez, ils sont très reconnaissants et je crois en l'être humain, le fait qu'ils soient reconnaissants quand on l'accompagne dans des moments difficiles, qu'ils vous payent le bon prix quand on sortira de cette situation, voire même au-delà de ça, qu'il en parle autour de lui en disant regarde, j'ai tel partenaire qui m'a aidé. Voilà. Je pense que il faut travailler, si vous avez une communauté, il faut resserrer les liens avec vos clients, vos partenaires, votre communauté, trouver des solutions avec eux, et essayer de voir comment les accompagner. Voilà, il y a plein de formules possibles, mais il faut être très ouvert. Je pense aussi dans sa façon de communiquer, il faut être très transparent. C'est-à-dire qu'il faut être authentique comme vous êtes. Quand on envoie des emails, il faut les écrire encore plus avec le cœur et dire que oui, c'est une situation difficile pour tout le monde. Que je pense qu'il faut même augmenter, par exemple, si vous avez ça, des supports techniques ou des services après-vente, de passer du temps au téléphone. Moi, j'ai un de mes clients qui m'a dit, j'ai une de mes partenaires qui était en pleurs au téléphone. On est dans une crise où il y a des gens qui vont souffrir, qui vont vraiment virer 50%, 60% des gens. Ça va être très dur, surtout de mon point de vue, ça va durer. Donc, en fait, là, ce qu'on vit, ça va. Et dans 3 mois, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de trésorerie pour payer leurs salariés. Et ça va être très, très compliqué. Donc, il faut se rapprocher des gens, discuter avec eux, trouver des solutions et être très ouvert dans la négociation. Donc, voilà, sur cette première question de finalement comment on peut sortir de comment est-ce qu'on peut prospecter en cette période, on peut, mais rapprochez-vous des gens avec qui vous êtes déjà en relation. Des gens avec qui vous avez échangé il y a plusieurs mois, de prendre des nouvelles, il y a peut-être des solutions, voilà, d'être assez agile. Et je pense que c'est la meilleure façon. Et de toute façon, les entreprises n'auront pas le choix de faire du business. Elles vont devoir vendre. Donc, il va falloir trouver des solutions. C'est soit on s'arrête et du coup, on ne fait rien, et soit on essaie de trouver des solutions. C'est une opportunité pour peut-être faire évoluer votre business model, vos solutions, digitaliser beaucoup plus quand vous accompagnez vos clients. La deuxième question, parce que là, c'est la troisième question, Julien, juste avant.
Ok, est-ce qu'on peut vendre durant le confinement? Oui, complètement. Moi, je vends actuellement. Je crois que j'ai eu 5 nouveaux clients cette semaine. Pourquoi je vends? Parce que je suis très souple. Parce que je fais une présentation d'orientation de mes services et que je suis très souple. Quand on me dit ça coûte combien, discutons. Où vous en êtes? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions? Vous voyez, il y a 19 modèles, business models qui existent dans le monde. Voilà, bah, vous tapez 19 business models sur Google, vous regardez et vous voyez si certains ne peuvent pas s'adapter. Est-ce que vous ne pouvez pas intégrer des formats de paiement par un abonnement? Est-ce que ça ne peut pas être des paiements, si c'est possible, à la consommation? Bref, il faut être très ouvert sur la façon dont vous le faites. Peut-être quand vous, au lieu de vendre une formation complète, c'est de vendre simplement une partie, par exemple, qui est vraiment la problématique aujourd'hui de l'entreprise. Et peut-être que dans 2 mois, eh ben, vous allez vendre une autre partie. Et puis, une fois que dans 2 mois, les gens se seront formés et maîtriseront ce que vous leur avez vendu, 2 mois après, finalement, vous vous rendrez compte qu'en 6 mois, vous aurez vendu la formation complète. Et là, vous cherchez absolument à vendre maintenant, alors que l'entreprise n'était pas prête à investir autant parce que c'était… Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment être très souple. Donc, oui, on peut vendre. Soyez souple dans vos discussions. C'est-à-dire que le confinement n'est pas une excuse. Recontactez vos clients, écoutez-les, essayez de comprendre concrètement leurs problématiques, essayez de leur proposer des solutions. Soyez souple. Ça va nous obliger à changer notre business. Moi, j'ai des formations aujourd'hui qui sont complètement digitalisées et qui permettent du coup de baisser les tarifs. Peut-être que oui, il faudra baisser de 25% son tarif, 30% de son tarif. Mais je pense qu'il faut continuer à tourner. Je pense que les gens les plus agiles qui trouvent des solutions vont s'en sentiront mieux que finalement de rester à se dire bah, finalement je ne bouge pas, je garde mes tarifs et c'est ça ou rien. Voilà, je pense que il faut en profiter pour avoir une autre façon de voir les choses. Mais oui, vous pouvez vendre, mais simplement il faut être plus souple et peut-être que vous ne vendrez pas au même prix qu'il y a 2 mois. Mais voilà, il faut être beaucoup plus ouvert et c'est ce qui me permet en fait aujourd'hui, c'est la discussion. C'est la discussion, les échanges qui me permettent aujourd'hui de trouver des solutions beaucoup plus souples à mes clients. Et donc voilà, je pense que c'est la bonne formule qui vous aidera. Alors la dernière question, parce qu'on ne voulait pas faire trop long, on voulait surtout faire une session questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous, parce que c'est surtout le but de ces lives-là, c'est qu'on puisse échanger et partager votre point de vue. Alors comment se préparer à la sortie? Comment se préparer pour s'en sortir? Eh ben, en fait, je crois que c'est la pire question à se poser, parce qu'en fait, on ne sait pas quand on va sortir. Donc si vous vous posez cette question-là, vous la posez de mauvaise façon. Ce qu'il faut, c'est se préparer maintenant, s'adapter maintenant. Honnêtement, je pense qu'on vit tous à peu près au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que la semaine prochaine, on est incapable de savoir ce qui va vraiment se passer en termes de situation. Donc, il faut se préparer maintenant. Donc, tous les échanges que vous pouvez avoir, par exemple, avec des clients, bah, voilà, c'est de les écouter et c'est de préparer maintenant la suite. Comme je vous ai dit, c'est juste une accélération de l'économie. Euh, voilà, en 3 mois, c'est hallucinant. Il faut un peu de temps à l'être humain pour s'adapter, mais globalement, on va dire que l'être humain est plutôt intelligent, a compris que c'était sérieux quand on voit qu'il y a 4 milliards d'individus qui sont chez eux confinés. Donc, en fait, il faut un plan d'action maintenant. Chaque interaction que vous avez avec un client, c'est une possibilité de vendre. Essayez de trouver ce que vous pouvez donner aux clients, l'effort que vous pouvez leur faire, parce qu'eux aussi, ils font un effort, forcément, financièrement, parce qu'ils n'ont pas forcément de… Ils ont eux aussi, en termes de chiffre d'affaires, ça a diminué, mais certains ont une trésorerie et sont prêts à investir. Donc, ne pensez pas à demain, pensez à aujourd'hui. Essayez de voir jour après jour, semaine après semaine, ce que vous pouvez faire, qui vous pouvez recontacter, comment vous pouvez adapter votre offre, aller chercher des partenaires. Voilà, essayez de trouver des formations, trouver des solutions pour vos clients, pour vos partenaires. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et c'est en travaillant aujourd'hui, en préparant aujourd'hui, que vous allez préparer demain. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de business qui sont en train de se transformer avec ce qui se passe. Je lisais un article très intéressant sur ce qui se passe, par exemple, avec Nike en Chine, où en fait Nike a eu la capacité finalement de dire à leurs coachs, de dire bah, faites des lives, invitez les gens à faire des lives, à faire du sport en ligne. Ils ont lancé une campagne de communication quand même en cette période qui s'appelle Play Inside. Et ils se sont rendus compte que sur une des applications en Chine, ils ont une augmentation d'utilisateurs de 80%. Alors oui, il y a une baisse du chiffre d'affaires, mais quand même, ils ont réussi à transformer leur stock, ce qui devait aller en magasin, parce qu'en gros, c'est 75% de leurs magasins qui sont fermés dans le monde. Ils ont réussi à transformer le stock, toute la partie logistique qui devait en magasin physique, sur Internet. Ils ont réussi de s'adapter. Je vous laisse imaginer une entreprise comme Nike qui a la capacité de s'adapter. Après, la réalité derrière chez Nike, c'est en fait une communication depuis plusieurs années sur Internet. Ils sont quand même très forts en termes d'application, de communication. Donc finalement, c'est juste une accélération pour eux de ce qui se passe. Ils ont réussi à s'adapter.
Mais en tout cas, je pense que là, pour terminer et pour passer après à vos questions, il faut rester très positif. Il faut le voir que c'est une opportunité pour vous de changer votre business model qui était peut-être en train de mourir tout doucement, mais on ne s'en rendait pas compte parce que ce genre de choses, on ne s'en rend pas compte. Qu'on nous a parlé beaucoup de transformation digitale pendant des années et finalement, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'entreprises et peut-être la vôtre qui n'a pas su prendre le virage. C'est pas trop tard. C'est maintenant de toute façon qu'il faut prendre les choses. Voilà, il faut poser les choses sur les points forts qu'est votre entreprise, les points faibles. Et clairement, quand on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les Français passent 15% de temps en plus sur les réseaux sociaux. Nous, par exemple, là, quand on a fait la promotion du webinaire, c'est quasiment que aujourd'hui du LinkedIn. On n'a pas utilisé encore d'autres supports. Les gens sont là, ils veulent de l'information, ils veulent s'informer. Voilà. Et je pense que oui, vous avez toujours des prospects et même des clients aujourd'hui qui sont prêts à investir. Alors, pas tous, bien sûr, pas à 100%, mais ceux qui ont la trésorerie sont prêts à investir. Il faut discuter avec eux, voilà, pour trouver des solutions. Donc voilà pour… si Julien, tu as quelque chose à ajouter peut-être avant de passer à la… Oui, on va répondre aux questions, mais moi, par rapport à ce que tu as dit, Julien, juste deux points qui me paraissent aussi importants, et moi je le vois aussi au quotidien, dans la manière dont je parle avec des prospects ou des clients. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les gens, ils ont quand même du temps. Donc, ça veut dire que je pense que le téléphone n'a jamais autant sonné. Encore tout à l'heure, alors ça peut dire que le téléphone sonne toutes les 2 minutes, mais c'est que les gens, on a la possibilité… Je crois qu'il faut entrer en conversation avec eux encore plus, avoir encore plus une démarche un petit peu de social selling, assumée de manière authentique, même si c'est un terme parfois qui est un petit peu galvaudé. Et puis vraiment, moi aussi, ce que j'essaie de mettre en place pendant cette période de confinement, c'est quand même aussi de remettre en place peut-être certaines routines, ou vraiment aussi de me refocaliser sur des éléments qui vont me permettre de pouvoir préparer aussi bien sûr la suite et bien avoir en tête que, on en parlait aussi avec, je sais qu'il y a des personnes que par exemple j'ai formées aussi qui assistent au live, vraiment aussi de construire une communauté ou de construire un réseau. Donc c'est vrai que nous on parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est évident que les gens qui ont une audience, les gens qui interagissent avec des personnes, ça sera plus facile et surtout dans ces moments un petit peu de crispation, pour se recentrer sur ça. Moi j'ai essayé de me recentrer aussi sur mon activité et surtout sur quels étaient les éléments clés qui allaient pouvoir permettre de répondre à l'offre des personnes que je veux toucher. Mais ça suppose aussi bien sûr de s'adapter, c'est pas évident, et parfois aussi je dirais d'accepter peut-être d'aller encore un petit peu plus au niveau du service apporté aux clients. Donc c'est vraiment ces éléments qu'il faut avoir en tête, et comme l'a dit Julien, les gens sont connectés, d'accord, les gens sont connectés. J'ai encore fait une réunion cet après-midi sur Zoom. Je veux dire, on n'a jamais autant utilisé les outils de communication. Donc, les gens sont là, d'accord, le téléphone est là, on est très connectés, et donc c'est aussi une opportunité. Il y a des gens qui vont se dire j'ai très peur, qu'est-ce qui va se passer, qui vont rester crispés. C'est sûr qu'on est tous un peu crispés, mais il faut aussi essayer de basculer sur concrètement, il y a quand même des opportunités, il faut adapter. Et comme l'a dit Julien, je suis assez d'accord aussi, c'est vraiment une transformation qui va être peut-être plus brutale, mais à mon avis, qui certainement était déjà dans l'air du temps depuis un petit moment. Donc, c'est des clés qu'on a apportées. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, on peut vraiment y répondre. On va quand même commencer par juste une question qu'on nous a posée dans le premier post. On nous a posé la question qui était… On l'a mis directement. On a eu une question de Brice qui disait: faut-il vendre son service maintenant ou attendre après la crise? Est-ce que tu veux faire la réponse, Julien, ou tu veux que j'en parle? Vas-y, touche. Ben, moi, concrètement, je pense qu'en fait, l'économie, c'est pas arrêté. Simplement, c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui nous pénalise, c'est qu'en fait, il y a l'argent qui est bloqué, le véhicule de l'argent est bloqué. Donc, moi, concrètement, dans mon activité, c'est vrai que j'ai eu 3 temps. J'ai eu un temps où j'ai un peu accusé le coup. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer, tout ça, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas trop. Après, j'ai commencé à arrêter de regarder les médias parce que sinon, c'est quelque chose qui est très anxiogène. Ensuite, j'ai mon deuxième temps où j'ai recommencé à générer les conversations avec les gens qui me suivent sur LinkedIn, des prospects, des clients. Et puis après, de suite, je me suis remis dans une routine. Je me suis remis dans une routine où l'élément, pour moi, le plus important, c'est que j'ai essayé encore plus d'adapter. Comme l'a dit Julien, la première question, c'est où est-ce que vous en êtes? Comme ça, on peut adapter son offre. Mais moi, je n'ai pas arrêté de vendre de la prestation. Il y a toujours des gens qui me contactent. Ça fonctionne toujours pareil. Après, voilà, on peut toujours se dire peut-être qu'on va perdre des clients, mais je crois qu'il faut quand même assumer
le fait qu'on soit là pour proposer des prestations. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte d'être là pour ça. Et crise ou pas crise, l'activité, quand même économique, il faut qu'elle se poursuive. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément un élément spécifique, surtout qu'on est en train de rentrer dans une période qui va être certainement assez peut-être importante. Donc, moi, je pense qu'on peut tout à fait vraiment vendre ces services pendant la crise. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème à mon niveau. Oui, et pour répéter ce que je disais, c'est que finalement, on ne peut pas attendre l'après-crise, parce que l'après-crise, il n'y a pas de date. On ne sait pas, en fait. Soit vous avez un an de fonds de roulement et que du coup, bah, c'est très bien, et, voilà, mais je pense que la fin de crise va être suffisamment longue pour ne pas attendre et essayer d'adapter son offre et d'amener des gens à… Voilà, je pense qu'il faut vraiment s'adapter et je ne pense pas qu'il faut attendre. En plus, le risque, c'est que je pense que quand les gens vont repartir, ils vont repartir sur les sujets. Voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre. On n'a pas de date aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une situation qui risque de durer. Donc, je pense qu'il faut dès maintenant essayer de réfléchir sur la façon de vendre. On ne peut pas vendre, bien sûr, de la même façon qu'il y a 2 mois, mais il faut essayer de repenser sa façon de vendre, de négocier avec ses prospects. Et voilà, je pense que c'est la bonne façon, il faut arriver à s'adapter. Ouais, tout à fait. Ben, Alors, est-ce que vous avez des questions? ouais. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ce qu'on a essayé d'expliquer? Alors, peut-être que ça ne correspond pas vraiment à toutes les personnes aussi qui sont là, ce qu'on a évoqué ce soir. N'hésitez pas vraiment à nous poser des questions sur ça. Julien il va pouvoir commencer à y répondre. Moi, ce que je vais faire entre-temps, c'est que je vais vous mettre aussi le lien pour ceux qui veulent s'inscrire, bien évidemment, au prochain live. Donc, s'il y a des questions sur ce qu'on a essayé d'expliquer, n'hésitez pas à nous les poser. Vas-y, Julien, je te laisse répondre si tu veux sur la première. Ouais, ok. Donc, il y a une question de Stéphane. J'ai initié des conversations avec des prospects sur LinkedIn. À quel moment on passe de la prise de nouvelles à vendre? Bah, je pense qu'en fait, la bonne façon, ce qui est le plus facile, c'est que finalement essayer de ressentir. Alors, c'est vrai que la messagerie, le format texte, c'est très difficile pour ressentir finalement la situation des gens. Je pense que la bonne façon, c'est essayer de les amener à un rendez-vous téléphonique. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus sensible, alors sans chercher bien sûr dans un rendez-vous téléphonique à vendre, mais forcément on a la voix, on entend, et ce sont des indices supplémentaires qui nous permettent de savoir à la fois être beaucoup plus sincère. C'est-à-dire que quand aussi bien faire des visioconférences par Zoom, par exemple, ou Hangout, ou peu importe la solution, mais par téléphone, ou même faire du face-à-face à échanger, bon, si vous avez en plus le visage de la personne, vous voyez un peu ses gestes sur deux choses, si elle est gênée, c'est une question, ça permet d'être beaucoup plus sincère. Et je pense que ça, c'est très important parce que, en effet, on a toujours peur d'aller trop vite, et ça arrive à tout le monde, et moi le premier. On va parfois trop vite dans des échanges de messages, par exemple sur LinkedIn, quand on est avec un prospect. Donc, je pense que la bonne façon, c'est de l'amener simplement à un échange pour voilà, un petit peu plus loin dans la prise d'informations, mais par téléphone ou par Zoom. Je pense que là, l'une des vraies forces, c'est qu'on est quand même tous, on est isolés, alors, on est tous en famille, certains ont des enfants, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi en profiter pour se contacter, enfin, pour être de créer encore plus une relation à ce moment-là. Je pense que les gens ont besoin de créer plus de relations et donc je pense que du coup, ils sont beaucoup plus enclins à échanger avec des gens. Si la première prise de contact s'est bien passée avec vous, ils seront enclins à échanger avec vous au téléphone, voire même faire Zoom. On l'a vu, Zoom, en 3 mois, ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs actifs à 200 millions. Je vous laisse imaginer la croissance incroyable en 3 mois de cette boîte. Donc, ce qui se passe, c'est que je pense que voilà, il faut éviter le message texte pour avancer trop vite, mais dire écoutez, moi je vous propose un rendez-vous téléphonique, une plateforme type Hangout et Zoom, et là vous allez faire moins d'erreurs. Vous allez quand même ressentir, avoir un feeling et vous dire ok, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on peut se dire les choses, vous en êtes tout financièrement, est-ce que voilà, je pense qu'il faut être sincère en cette période-là aussi, et encore plus, même je dirais même qu'avant. Et voilà. Et je pense que c'est la bonne façon de faire pour moi, c'est de les amener à un échange téléphonique par visioconférence et par téléphone pour avoir plus d'éléments, pour savoir si on peut passer à, je ne sais pas, une position, quelque chose. Voilà. C'est la bonne façon pour éviter de se planter, en fait, et d'aller trop vite et qu'on nous le reproche. Voilà la réponse à la question de Stéphane. Tout à fait. Il y avait une question de Yvette. Ouais. Ah, pardon. Vas-y. Vas-y, prends la question d'Yvette.
Ouais, votre question de Yves, je n'arrive pas moi à vendre mes services, comment faire, quelle stratégie adopter. Alors, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu peux dire dans le chat concrètement ce que tu vends? Parce qu'on va peut-être te proposer quelques éléments de réflexion sur ça. Il faut compléter un petit peu la question. Euh, alors ensuite, on va y répondre après, hein. Je te laisse compléter un petit peu. Question de Manon, comment créer des contenus efficaces pour susciter l'intérêt de nos prospects en ce moment, sur quel sujet? Bon, moi j'ai un avis. Après, Julien, tu veux que je réponde à cette Vas-y, question? vas-y, Moi, je vas-y. pense qu'en fait, la façon de vendre, elle n'a pas forcément changé. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut se centrer vraiment sur ton client. Euh, moi, je le vois au quotidien. Les gens me contactent toujours sur LinkedIn. Les gens veulent toujours échanger avec moi. Après, est-ce qu'ils passent à l'achat? Ça, c'est peut-être, moi, je pense, de mon côté. Enfin, honnêtement, c'est sûr qu'il y a une baisse un petit peu. Moi, je le vois dans ce que je fais concrètement. Mais la stratégie création de contenu, elle ne change pas, hein. Elle ne change pas. Après, comme l'a dit Julien, moi, c'est vrai que j'essaie aussi d'aller très vite sur le rendez-vous téléphonique, parce que je pense que c'est aussi, les gens aussi, ils achètent des prestations par rapport aussi à l'humain qu'on est, hein, et aussi, bien sûr, par rapport à nos compétences, mais avant tout pour l'humain. Moi, ma stratégie de contenu, elle n'a pas changé. Mais vous savez aussi, aujourd'hui, ce qu'on fait le live, là, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément avant. On voulait le faire, mais on s'est dit, bon, voilà, pendant cette période aussi, on a vu aussi, vous savez, tout ce qu'il y a eu comme live sur Instagram et tout ça. On s'est dit, bon, mais nous aussi, on a envie de partager un petit peu ce qu'on fait, d'aider les gens. C'est une façon aussi de se rapprocher, bien sûr, de notre audience. Et après, pourquoi pas, bien sûr, de vendre de la prestation. Donc, moi, je ne pense pas que la façon, elle a vraiment changé. Je pense que tu peux continuer à faire ça. Par contre, c'est après, une fois que tu as la confrontation avec ton client, peut-être encore plus de l'écouter, encore plus vraiment d'avoir une résonance avec lui. Oui, oui, alors si je peux rajouter à ça, bon, alors après, forcément, ça dépend un peu des supports où tu vas partager du contenu. Je pense qu'il faut proposer beaucoup plus de live et d'interaction avec sa communauté. Julien le disait, je pense que le webinaire qu'on fait là, nous on le fait, ça nous fait plaisir d'échanger avec les gens, d'avoir leur ressenti, d'avoir leurs questions et d'essayer de les aider. On est tous dans la même situation et on essaie de trouver des solutions. Je pense que l'exemple, par exemple, sur LinkedIn, il y a une vraie problématique, je crois, quand on publie du contenu sur le premier cercle. C'est-à-dire que si tu n'as pas un premier cercle qui est vraiment propre et lié à tes prospects, qui va susciter l'intérêt, c'est beaucoup plus compliqué. J'en ai fait un guide là-dessus, que j'ai créé un profil, on va dire un faux profil uniquement en espagnol. Et j'ai généré sur le premier post 10 000 vues et 200 commentaires. Pourquoi? Parce que c'est simplement qu'en fait, les gens qui sont dans le premier cercle que j'ai ajouté, c'est que des prospects. C'est que des gens qui ont trouvé un intérêt. Et je savais que ça allait les intéresser. Et en fait, c'est tout bête, quoi. C'est juste que vous avez… et la problématique parfois du profil LinkedIn, c'est qu'on a ajouté des gens qui ne sont pas pertinents, qui sont à la fois des anciens collègues, qui sont des gens, des partenaires, genre de choses, mais qui ne vont pas s'engager avec votre contenu. Alors que moi, je savais que j'avais honnêtement 100% des gens qui allaient s'engager avec ce contenu-là parce que la promesse était forte et du coup, ça a fonctionné. En tout cas, pour créer du contenu, on va dire, efficace, partez des problématiques. Partez des problématiques actuelles. C'est tout simple. C'est quelles sont les 3-4 questions que vous posez toujours vos prospects en disant oui, mais comment ça fonctionne? Moi, j'ai ce problème-là. Et en fait, quand vous vendez un produit, un service, vous répondez à une problématique. Donc, en fait, c'est sur ces sujets-là, en partant des problématiques, en disant mais nous, on a trouvé la solution. Et voilà comment on fait. Et après, vous pouvez faire des lives. Une fois que vous avez, en gros, on tourne toujours à peu près, on va dire, entre 3 et 5 questions. Les prospects ont toujours entre 3 et 5 questions qui sont liées à votre problématique. Une fois que vous avez créé un contenu, je ne sais pas, un format texte un peu storytelling sur LinkedIn, vous en faites après une vidéo, vous faites un texte avec une image, vous faites une infographie, vous en faites des lives. Et c'est simplement après que vous essayez de trouver les gens et de gagner en visibilité. Mais c'est sur vos sujets, en fait. Moi, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui mes prospects? C'est des problématiques sur la prospection commerciale, sur le fait de gagner du temps, le fait que je teste des nouveaux outils et que je leur montre comment ça fonctionne, de leur proposer des processus de comment tu passes de la publicité Facebook à inviter les gens sur LinkedIn, à les retargeter après par la publicité et en envoyant une campagne emailing. Voilà, les gens, ils ont des problèmes et c'est le contenu que vous devez créer doit les aider à répondre à un problème. Ils vont voir que vous êtes expert sur le sujet, vous trouvez des solutions innovantes
Il y a des gens qui n'achèteront jamais, qui vont lire vos contenus, mais qui n'achèteront jamais parce qu'ils veulent faire par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas le budget. Ça fait partie du jeu, c'est Internet et c'est la partie gratuite. En revanche, il y a des gens qui vont se dire, il s'y connaît, il sait de quoi il parle, il le montre avec son guide, et du coup, je vais essayer d'avoir un rendez-vous téléphonique avec lui pour voir un peu ses services. Voilà. Et donc voilà, sur les contenus, voilà. Donc si vous avez une newsletter, il ne faut pas hésiter à rédiger vraiment avec le cœur, à être sincère, et sur vos différents supports et plateformes que vous pouvez avoir, faites du contenu avec des problématiques. Et la bonne façon de faire pour ça, c'est parler régulièrement à vos clients, parler régulièrement à vos prospects, comprenez leurs problématiques, notez-les dans un coin leurs problématiques. En fait, ils vous donnent, c'est pas à vous de les trouver dans votre tête, c'est de les écouter, et c'est eux qui vont vous donner des… En fait, ils vont dire, bah, moi, mon problématique, c'est ça. Et tu peux dire, ok, en fait, c'est juste qu'il faut créer du contenu autour de cette problématique, parce que lui, s'il a un problème, plein de prospects ont cette même problématique. Donc voilà, c'est comme ça que je répondrai à la question de Manu. On a une question sur ça. Ensuite, il y a eu Yvette qui nous a précisé, donc elle fait tout ce qui est prestation de services, externalisation administrative, externalisation. Donc ça, c'est tout ce qui est tâches pour les entreprises via, par exemple, une assistante. Si je comprends bien, je te vois faire oui avec la caméra, ok. D'accord. Ben, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu as des difficultés pour être en confrontation avec ton client. C'est ça? C'est-à-dire pour qu'on te demande on te demande, OK, qu'est-ce que tu fais, que tu présentes ta presta. En fait, de ce qu'elle dit, et ce que je comprends, en gros, elle a des prospects, ils se disent OK, et c'est après le confinement, en fait. Mais je pense qu'elle arrive à générer des prospects, c'est ça, mais en fait, c'est plus dans la question de la transformation. Ce qui est finalement, globalement, en fait, je pense, en fait, en gros, si les gens arrivaient jusqu'à maintenant à générer un peu de prospects toutes les semaines, bon, ils avaient un taux de transformation plus ou moins différent selon la capacité des gens à être bons vendeurs. Je pense que sa problématique aujourd'hui, c'est elle arrive à générer des gens au téléphone, pas de souci. Par contre, on lui dit après le confinement. C'est là où il faut leur dire que, bon, moi je suis un peu cash après, mais en gros, je leur dis que le confinement n'est pas une excuse, en fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment, quand tu réponds à une problématique, mais dans la phase, on va dire, de la phase de découverte et dans la phase où tu es en train de négocier, c'est vraiment de sentir, en gros, c'est un problème que vous avez depuis 6 mois, en fait. Là, par exemple, peut-être que vous allez me demander peu de tâches. Alors, je sais pas, après, peu importe après comment fonctionne ta tarification. Mais en effet, vaut mieux qu'il y ait un accompagnement maintenant et qu'il y ait un premier travail. Il faut que tu trouves une solution. Donc, peut-être un truc progressif, de dire que voilà, moi déjà, ce que je peux faire, c'est déjà la mise en place du processus. Je ne sais pas, que j'ai accès à vos mails, qu'on mette en place, que quand voilà, ça, tu connais ton travail, mais du coup, tu travailles sur ce processus-là. Mais dès maintenant, à petit prix, ça a l'impression que ça leur coûte pas cher. Que du coup, tu dis, mais en fait, il faut le faire maintenant, parce que quand ça va redémarrer, que tous vos clients vont vous dire, c'est bon, relance la machine, on va pouvoir vendre, et voilà, ils vont passer à côté. Donc, je pense qu'il faut essayer d'être beaucoup plus souple, même les gens que tu as pu avoir cette semaine et les semaines passées, de les rappeler, de les écouter en disant, voilà, il faut à la fois que tu aies un peu des billes en essayant de réfléchir, en disant, OK, forcément, tu auras moins de travail, puisque leur activité est diminuée, mais tu peux préparer les choses avec eux. Parce que soit, en fait, c'est une excuse et en fait, ils ne sont pas intéressés par ton service, et il faut que tu l'entendes, il faut qu'ils disent, non, écoutez, en fait, ça ne m'intéresse pas. Soit tu leur dis, écoutez, en fait, ça tombe bien parce que bon, je suis un peu comme tout le monde, il y a une situation qui a changé pour le monde entier. Et en fait, j'ai réfléchi à une formule un petit peu différente qui nous permet de démarrer en douceur. Ça nous prend 1 heure par semaine. Voilà. Et c'est tout en douceur et ça peut être avantageux pour toi parce que tu peux quand même continuer à faire rentrer des clients. Alors, en effet, à des forfaits moins intéressants. En revanche, le jour où ça va repartir, tu n'auras pas à renégocier à ce moment-là. Parce que si tous on accepte l'excuse de on attend que ça redémarre, on va tous rappeler nos prospects et ils vont tous avoir 10-15 appels des prospects en attente. Et je peux vous dire que soit vous êtes le premier et quand le matin vous appelez du jour du redémarrage, il est de bonne humeur, il vous prend au téléphone, il vous dit ok, c'est bon, on y va. Mais en fait, il dit écoute, en fait, ma priorité maintenant, elle n'est plus celle-là. Je suis en train de servir mes clients. Là. Mon chiffre d'affaires, il redémarre. Donc mes équipes, je les organise, les commerciaux, ils partent sur le terrain et il faut qu'on soit sûr qu'on soit prêt. Donc, vous voyez la situation qui va devenir complètement qui va être dingue pour vous parce que vous allez vous dire, mais en fait, j'ai 20 prospects dans le pipe, quand ça va redémarrer, je vais faire un gros chiffre d'affaires. En fait, pas du tout, on sera passé à autre chose. Là, la situation s'adapte à chaque situation. Donc, rien n'est perdu. Tu as plein de prospects que tu vas pouvoir relancer tranquillement.
réfléchis à quelques solutions, discute avec eux, mais voilà, de trouver voilà, une sorte de solution intermédiaire, peut-être un abonnement simple, voilà, de mise au et de prendre le temps peut-être aussi de creuser beaucoup plus qu'est-ce qui leur prend du temps aujourd'hui. Et vous voyez ça, là, vous avez ce problème, ça fait 2 ans que vous êtes dans ce problème-là. Là, on fait un travail maintenant, quand ça va démarrer. Là, je vais vous faire gagner, et être hyper concret. Par exemple, vous voyez ce travail-là, vous me payez pour ça, mais là, je vous fais gagner 4 heures par semaine. Les 4 heures que je vous fais gagner, quand l'activité va repartir, c'est 4 heures que vous allez pouvoir passer avec vos équipes, 4 heures que vous allez pouvoir passer avec vos prospects pour vendre plus de contrats. C'est ça que je vous vends en fait. C'est que je vous vends de la liberté. Parce que votre job aujourd'hui, en tant que, je ne sais pas, directeur de voilà, votre job, c'est de manager une équipe et de vendre des contrats. Bah, moi, c'est ça. Je suis partenaire avec vous, c'est comme ça que je vous appelle. C'est un très beau speech. Hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, email comment. C'est vendu, c'est vendu, c'est bon. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut essayer encore plus vraiment de se focaliser sur les problèmes. C'est pas évident. Nous, les premiers, moi, je suis en train d'adapter aussi un petit peu mon offre. Bon, là, c'est vrai qu'on vit un moment en particulier, mais c'est vrai que, comme Julien l'a dit, peut-être d'adapter sur certains points. Tout le monde n'est pas concerné, bien sûr, dans les gens qui sont ici, mais je veux dire, c'est que c'est encore plus essayer d'écouter les problèmes de ses prospects. Ceux qui commencent à mettre en place des actions sur LinkedIn, ce qui est important, je pense, c'est de les continuer parce que vraiment, les gens sont là, d'accord? Les gens sont là. Ça ne va pas transformer de suite, mais moi, j'ai un commercial, par exemple, que j'ai accompagné, je lui ai donné un petit coup de main la semaine dernière. Bon, mais il n'était pas du tout sur LinkedIn. Il a eu une demande de devis directement aujourd'hui. Voilà, de quelqu'un qui a vu sa publication, qui a vu ce qu'il avait fait. Donc, ça veut dire que moi, je crois qu'il faut quand même aussi accepter de se remettre en mouvement. C'est pas évident. Moi, encore, parfois, cette semaine, je me suis dit, bon, attends, à quoi ça sert ce que tu fais? On est toujours aussi, bien sûr, toujours, on pense à ça, c'est normal. Mais c'est essayer un petit peu d'adapter. Si vraiment c'est fermé, comme l'a dit Julien, peut-être commencer par proposer un élément vraiment important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire du contenu. Parce qu'en faisant aussi du contenu, moi souvent ce que je dis à mes clients, c'est qu'on a un prétexte et c'est aussi une excuse pour entrer en relation avec les gens. Donc c'est à mon avis encore plus important dans cette période où c'est quand même un peu cristallisé, il y a des tensions. Et alors, en même temps, je profite de rebondir sur le message de Marie-Caroline qui dit que le réseau est hyper important aussi, car même ceux qui n'achètent pas vont faire de la pub. Alors ça, c'est vrai, c'est ce que je disais quand je vous disais de vous rapprocher de vos partenaires, vos clients, vos prospects. Profitez-en de cette période, de les rappeler, de prendre des nouvelles, de creuser la relation, de vous rapprocher de ces gens-là aussi, parce que comme on est confiné et qu'en fait, on voit un peu toujours les mêmes personnes autour de soi. C'est bien aussi de voir d'autres gens, de voir un peu leur état d'esprit, et ça peut servir pour l'avenir aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent vous offrir des opportunités. Et le réseau, il faut se reconcentrer dessus. Et oui, forcément, là, je pense qu'on se rend vraiment compte que ce n'était pas du blabla quand on parlait de communauté sur Internet, que ce soit d'avoir un groupe Facebook, une newsletter, d'avoir une communauté sur son profil LinkedIn, peu importe. On se rend compte que ceux qui n'ont rien, n'ont rien et c'est très compliqué. Ceux qui ont même une petite communauté, leur arriver à vendre des solutions, à leur proposer des choses. Et c'est ça la force. Donc, on se rend compte de la force de la communauté et que si aujourd'hui, vous n'avez pas de communauté, eh ben, c'est le moment de réfléchir sur finalement comment on va pouvoir développer aujourd'hui notre communauté. Et vous pouvez voir également la mode qui est aujourd'hui de faire des webinaires gratuits. Alors, tout le monde, et moi le premier, on dit mais en fait, il n'y a pas de tunnel de vente, on ne vous vend rien, on vous partage parce qu'en fait, c'est beaucoup plus. Voilà, ça ne sert à rien parce que on le verra que vous cherchez absolument à vendre. Mais voilà, si vous n'avez pas grand-chose aujourd'hui en termes de réseaux sociaux, pas une grosse communauté, allez voir votre réseau. Il y a des amis qui peut-être peuvent vous aider à trouver des clients, des partenaires. Allez voir tout votre réseau, appelez-les, les gens du temps pour vous répondre au téléphone. C'est un vrai travail, reconnectez-vous avec eux. C'est un vrai job du quotidien. Prenez le temps de prendre des nouvelles avec des gens que vous n'avez pas vus il y a 6 mois, vous avez formé il y a 6 mois dans des ateliers, de faire des mails personnalisés un par un, prendre des nouvelles, comment ça va. C'est super, super important plutôt que de vouloir envoyer un mail à 300 personnes en disant je vous ai formé l'année dernière en certaines choses, comment pouvez-vous. Donc, voilà, essayer de recréer des relations. On a une dernière question. Là. Albert, il partage son retour d'expérience. Je pense que c'est très intéressant aussi ce qu'il a fait. Regardez dans le chat.
On nous demande aussi, j'ai une question pour démarcher les clients sur LinkedIn. Est-ce que vous voulez rentrer en mode se connecter, vous leur envoyez un message privé commercial en expliquant vos services? Merci de vos conseils. Alors, on a peut-être une approche un peu différente avec Julien. Enfin, non, je crois qu'on est assez similaires sur ça. Moi, je n'ai jamais un discours commercial au premier contact. D'accord? C'est-à-dire que je vais toujours, je vais interpréter des signaux. Soit je vais interpréter les gens qui ont vu mon profil, soit je vais interpréter les gens qui ont vu mes publications, soit je vais interpréter aussi des gens qui m'ajoutent en relation. Et si par contre tu veux faire ce qu'on appelle du targeting, c'est-à-dire si tu veux aller chercher des cibles spécifiques, là je vais préparer des messages, mais je vais plus essayer en fait, de montrer un petit peu le lien qui nous unit à nous deux dans le premier message, dans la note personnelle. Voilà. Et après, donc, je vais essayer de briser la glace en fait. Et par contre, après, relativement assez rapidement, je vais arriver sur le discours commercial. Mais c'est vrai que je vais toujours laisser une porte de sortie en fait à mon prospect. Et je vais essayer quand même aussi pas mal de poser des questions ouvertes. Est-ce que tu veux apporter un complément, Julien, sur ça? Oui, en fait, disons que la démarche commerciale au départ, en disant on est une super boîte, achetez chez nous, bon, ça marchait plus déjà depuis longtemps. La situation fait que ça devient encore plus anxiogène de venir comme ça. Je pense que c'est encore moins accepté qu'avant. Du coup, je pense que la bonne façon, en fait, c'est les stratégies qui sont assez, il y a pas mal de stratégies, mais il y a la stratégie de contenu. Alors, il y a une stratégie, par exemple, simple. Moi, par exemple, quand j'avais créé mon faux compte, j'ai invité plein de prospects sur la cible et enfin, plein de prospects sur le profil et j'ai publié du contenu. J'en publie une fois par semaine seulement et j'arrive à un très, très bon résultat. Donc, oui, vous pouvez envoyer. Alors, en fait, ça dépend. La période est quand même compliquée pour faire du démarchage vraiment en direct et vraiment en expliquant ses services. Essayez de faire une chose, c'est qu'une fois que vous êtes à peu près clair sur votre cible, essayez de. Ce qu'il faut, c'est d'amener la personne à un rendez-vous téléphonique en essayant de comprendre un peu sa situation et sa problématique. Et donc de discuter avec elle. Voilà, en fait, la vérité, c'est que c'est des conversations sur LinkedIn, c'est des questions en fait. Donc, vous posez une question, si elle est plutôt pertinente, qu'elle est bien faite, un peu sympa, on va vous répondre. Vous allez poser une deuxième question. Si elle n'est pas bonne et qu'elle n'intéresse plus la personne, elle ne vous répondra pas. Donc c'est un travail de social selling qui est très subtil dans l'approche à poser les bonnes questions. Donc en fait, il faut multiplier les points de contact. Si ça ne marche pas par LinkedIn, essayez de trouver l'email et contacter la personne par email. Proposer par exemple à un certain nombre de prospects un webinaire en live ou directement, voilà, je sais pas, proposer un audit gratuit tout de suite. Vous leur proposez, voilà, on sait que votre problématique c'est ça, nous on vous propose voilà un échange. Voilà, il faut essayer de trouver des solutions. La démarche en direct, ceux qui s'en sortent vraiment aujourd'hui sur LinkedIn, c'est ceux qui ont déjà une communauté, qui continuent à publier du contenu et qui amènent les gens à faire du contenu intéressant. Donc là-dessus, je vous dirais, il faut tester plusieurs choses. L'approche en direct peut fonctionner, mais poser plus de questions, soyez curieux sur la personne, sur ce qu'elle fait, son parcours. Essayez de trouver par exemple des points communs avec vous. Par exemple, si vous utilisez la recherche gratuite de LinkedIn, vous pouvez mettre, je sais pas, l'école que vous avez faite et le titre que vous souhaitez, par exemple, DRH, comptable. Peut-être que vous allez trouver 4 personnes qui ont fait la même école que vous. Et 4 personnes, c'est parfait pour les gérer sur une journée. Et voilà, il faut être un peu créatif dans cette approche et dire, c'est marrant, vous avez cette école-là, moi aussi. Voilà, il faut trouver une approche un peu différente, décalée, pour aller chercher les. Donc voilà, c'est une bonne façon. Et puis, peut-être leur apporter du contenu, pourquoi pas un webinaire. Il y a un truc, je pense, que j'avais testé qui fonctionne bien, c'est parfois quand vous avez un premier contact, une réponse, faites une vidéo, face caméra, où vous dites par exemple, bonjour Lionel. Alors, je sais, ça peut vous surprendre, je vous envoie cette vidéo, mais voilà, il faut être très créatif, il faut être très différent. Il faut que les gens se disent, attends, la personne a prétendu me faire une vidéo pour moi, très courte, pertinente, en disant, voilà, et en disant, voilà, la situation, enfin voilà. Il faut pas oser à faire vraiment du personnalisé, et quitte à faire 5, 10, 15 vidéos par jour à des gens personnalisés. Des solutions comme Loom, en 2 clics, vous lancez votre webcam et vous enregistrez, et après, vous envoyez le lien à la personne. Voilà, il faut être créatif dans cette période-là. Voilà pour ma réponse. Alors, j'en profite en même temps pour lire ce qu'a écrit Albert, parce que peut-être que les gens, voilà, pour le chat, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, le retour d'expérience d'Albert, il dit, j'ai fait une remise de 50% à mes clients sur la facturation de mars pour leur montrer que dans nos relations commerciales, il y a aussi de l'humain. Ils ont apprécié. La remise permet aussi de fidéliser à long terme sa clientèle. Et là, il a clairement, donc après, bien sûr, ça dépend de sa business, votre activité. C'est pas forcément faisable pour tout le monde, bien sûr. Mais je pense qu'en effet, sur le long terme, vous risquez de les garder beaucoup plus longtemps derrière. Et bien sûr, c'est quand même, on connaît le coût d'un nouveau client.
qui est très cher, alors qu'un client qui est déjà présent, il faut peut-être le bichonner, trouver des solutions. Donc, en espérant que ça ne vous coûte pas trop non plus, hein, 50%, ça peut être beaucoup pour vous. Peut-être faire une remise un petit peu différente, c'est un exemple. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce que partage Albert. On va répondre à une dernière question avant de clôturer le live. Je rappelle qu'on va en faire quasiment un par semaine. Donc, si vous avez des sujets spécifiques, on ne peut pas tout développer dans ces conférences, mais on essaie de faire aussi assez court. Là, on est vraiment on est limite en termes de temps. On a une question sur les groupes LinkedIn, si c'était pertinent, sur les hashtags et aussi sur les… Je crois que c'était ça. Ouais, sur les groupes LinkedIn, moi je considère que moi je n'utilise pas de groupe LinkedIn. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent des groupes LinkedIn pour échanger aussi avec leur communauté. Par exemple, tu as quelqu'un comme Stéphane Pusset, PU2SET, tu peux aller voir son profil LinkedIn, il a des groupes aussi spécifiques pour les gens qui l'accompagnent. Moi, je trouve qu'un des points faibles de LinkedIn, c'est l'activité sur la plateforme. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je ne vais pas trop forcément sur les groupes. Moi, je considère que tu es vraiment ton plus grand allié. Donc, en fait, moi, la communauté que j'ai créée, c'est par moi-même. Et alors, avec Julien, on collabore un peu ensemble sur certains sujets et on fait aussi du contenu en collaboration. Mais les groupes, je ne suis pas persuadé vraiment que ça… En plus, ce n'est pas vraiment mis en avant par LinkedIn. Par exemple, sur Facebook, les groupes sont mis en avant sur la plateforme. Tu as l'onglet qui arrive très rapidement, ce qui n'est pas le cas sur LinkedIn. Par contre, ce qui peut être intéressant maintenant de tester, c'est notamment les événements LinkedIn. On peut créer des événements directement depuis son profil. Et on l'a vu aussi avec Julien hier, il m'a envoyé une capture d'écran. On peut inviter aussi, il semblerait, à prendre un conditionnel, il semblerait qu'on puisse inviter des personnes de son réseau à participer à un événement. Exemple concret, on pourrait faire un événement sur ce qu'on appelle ici sur le live No Bullshit et on pourrait très bien inviter des gens de notre communauté à participer à cet événement. On pourrait faire un événement directement online. Et pour le hashtag, moi je pense que c'est un peu aussi parfois un feu d'artifice, enfin c'est un peu des artifices. Moi j'en mets des fois dans mes posts, type le hashtag LinkedIn ou LinkedIn Insider, ma série d'interviews sur YouTube. Mais je pense que si ton contenu il est pété, si ton contenu il est pourri, le hashtag il va rien réparer du tout. Donc tu peux en mettre parfois pour t'insérer dans une conversation, mais honnêtement c'est pas magique. On pourrait poser la question aussi qui c'est qui fait des recherches avec des hashtags sur LinkedIn. Je pense qu'il y a quasiment personne. Donc tu vois déjà on a un élément de réponse à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, d'ailleurs j'en profite, c'est Marie-Caroline qui est là ce soir qui m'a partagé le hashtag et qui m'a fait découvrir qu'on pouvait inviter les gens sur un événement maintenant. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi cette idée par rapport à sa communauté, par rapport à ses prospects, même par rapport à ses clients. Enfin, je pense que quelque chose qui est complètement oublié, c'est quand on a des clients, c'est de faire des événements peut-être une fois par mois juste pour eux. On leur présente un sujet, on parle d'un sujet, on parle de telle problématique, ce qui peut les amener à se poser des questions sur tel sujet, bien sûr pour objectif de vente, mais dire voilà, en fait chez nous vous faites ça et ça, mais en fait sachez que, je ne sais pas, en termes de, il y a une nouvelle loi qui est passée, il y a des obligations aujourd'hui supplémentaires. Je trouve qu'il y a un manque d'accompagnement global à faire. Je pense qu'il faut penser aujourd'hui beaucoup plus en événements, c'est-à-dire par du live, par des réunions Zoom, vous allez inviter des prospects sur certains sujets, même s'il n'y a que 5 ou 10 personnes, que vous allez inviter des clients, vous allez être hyper ouvert et vous allez inviter des petits clients sur un sujet parce que les clients vont pouvoir poser des questions, eux, sur différentes problématiques et que ça crée une communauté, ça développe aussi un réseau pour eux. Je pense que voilà, aujourd'hui, on voit beaucoup de webinaires partout, vous pouvez le voir sur les différents réseaux sociaux qui sortent, des lives, sur tous les réseaux sociaux, les gens font de plus en plus de lives. Je pense que clairement, il faut penser aussi à ça, où il faut à la fois nourrir de l'information chez ses clients, même chez ses prospects. S'il y a des prospects qui ne sont pas prêts à acheter votre service, inscrivez-les et dites-leur que vous les inscrivez à une newsletter, que vous allez faire un live une fois par mois, parce que c'est des gens qui ne vont pas acheter maintenant, mais peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, ils vont acheter chez vous parce qu'ils vous suivent une fois par mois sur un live, vous partagez votre savoir-faire, des études de cas, ce que vous avez appris. Et parce que vous montez aussi en compétences, c'est qu'à un moment donné, ils vont vous dire écoutez, moi, je n'avais pas le budget il y a 6 mois. Par contre, là, je suis prêt et là, tu m'as convaincu, donc partons ensemble. Et il y a aussi, je crois, un manque. En gros, chez l'humain, on se dit j'ai un prospect, je vends. Si je ne vends pas maintenant, je laisse tomber. Non, je pense qu'il faut garder des gens dans une boucle, trouver son modèle. Est-ce que c'est un groupe Facebook, une newsletter, les amener sur un compte, un réseau social qu'on aime bien,
quelque chose où on soit régulier, mais pas trop lourd. Comme je vous dis, un live par mois où les prospects disent je ne suis pas intéressé et vous les mettez dans la newsletter, et en fait, c'est juste une newsletter pour les inviter à un événement sur un sujet, bah, vous ne vous rendez pas compte que en fait, sur la durée, des gens que vous avez rencontrés, qui ont confiance en vous, qui aiment bien votre service, mais qui n'ont peut-être pas le budget, ce n'est pas le bon timing, leur structure n'est pas prête, et ben en fait, voilà, je pense qu'on passe trop vite aux prospects suivants. Je pense qu'il faut nourrir, et d'où cette histoire de Tu as communauté, de raison. créer quelque chose. Parce que clairement, vu la crise, on comprend très bien l'importance d'avoir une communauté. Et peu importe le support, alors oui, la problématique du groupe LinkedIn, c'est sa visibilité. Les gens n'ont pas le réflexe d'y aller. Quand on va sur LinkedIn, on ne voit pas bien les groupes LinkedIn. Donc ça, c'est un problème. Donc, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Les dernières personnes que j'ai vues créer des groupes LinkedIn, ils ont abandonné parce que les gens n'ont pas le réflexe de venir. Donc, plutôt des solutions. Ça peut être Slack, groupe Facebook. Ça peut être un groupe WhatsApp. Bien sûr, ça peut être Il n'y un a, groupe WhatsApp. a pas de bonne nouvelle façon de faire, c'est trouver une formule qui ne prenne pas trop de temps, mais qui permette d'apporter de la valeur aux gens voilà, tout le temps. Juste deux dernières questions, après on clôture. Première question, Julien, tu vas répondre, après je réponds à la seconde. Est-ce qu'on peut modifier une publication quelques heures ou jours après l'avoir lancée? Oui, alors on peut, mais alors ça dépend. Par exemple, l'image, on ne peut pas la modifier, mais le texte, on peut le modifier. Voilà. Alors parfois, les clients sont surpris, disant ah, en fait, on voudrait modifier le code couleur. C'est trop tard. Oui, vous pouvez modifier le texte autant même 3 semaines après si vous voulez là-dessus. C'est très souple. Par contre, l'image ne sera pas possible, la vidéo non plus, ça ne bouge pas. Ouais. Autre question, j'ai des clients en retard de paiement, puis je l'ai relancé, la situation actuelle fait que c'est gênant. Ah, honnêtement, c'est une très très bonne question. Moi, c'est vrai que sur les clients, par exemple, que j'avais signés là, sur le mois de mars, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé pour notamment, par exemple, négocier la partie sur les conditions de paiement. Après ça dépend dans quelle situation tu es. Moi, je trouve que c'est, au vu de la situation, ça paraît logique, hein. C'était par rapport à la trésor, hein. Moi, je vois pas de contre-indication sur ça, à ce niveau-là. Donc, moi, Moi, je je pense pense que qu'il tu faut peux faire, le faire. c'est les appeler. Hein. Je pense que Ouais. voilà, faut les appeler et comment ça va, comment ça se passe pour vous et comment ça se. Je pense qu'en fait, la problématique de ça, c'est qu'il ne faut pas rester dans le. Je trouve pas le mot, mais il ne faut pas rester dans la situation où tu ne sais pas en fait ce qui va se passer. Il faut que tu puisses statuer sur chacun des clients, mais tu vas bien sûr pas en réclamant, mais simplement en écoutant. S'ils ne peuvent pas payer, malheureusement, ils ne peuvent pas Bien sûr. payer. Peut-être que tu peux essayer de découper sur les paiements, est-ce que tu ne peux pas découper une partie pour qu'ils payent déjà une partie, par exemple, d'avoir un côté beaucoup plus souple. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit je suis prêt à bosser avec toi, mais est-ce que je peux payer en 3 fois? Pas de problème. Donc peut-être dans ce retard de paiement, de découper le paiement et simplement de les appeler un par un et juste d'être hyper sympa, prendre des nouvelles, comment ça va vous, votre famille, est-ce que ça va bien? Et la question forcément du paiement va se poser, dire voilà, comment on peut s'organiser. Moi, si c'est possible, vous savez que je peux découper en plusieurs fois, il n'y a aucun problème, on peut s'adapter. Et voilà, je pense que c'est la bonne façon de faire, c'est de prendre les choses en main, aller vers eux, parce que je pense qu'en plus, honnêtement, quand tu as des retards de paiement, tu es très gêné. Donc, Ouais. tu n'oses peut-être pas aller à l'avant et appeler en disant écoutez, là, je ne peux pas payer, même si logiquement, on devrait dire bah ouais, je suis en retard, je suis désolé. Et voilà. Mais voilà, je pense que c'est la bonne façon de faire, aller de l'avant et prendre des nouvelles. Et toujours qu'il y ait une bonne relation, être très ouvert à l'écoute et essayer de trouver, leur proposer des solutions. Voilà, en paiement, des paiements plusieurs fois. Et une dernière question, on y répond, mais sur le groupe LinkedIn, moi je pense qu'il faut plus te concentrer vraiment sur ta visibilité à toi. Sur comment est-ce que toi, à ton niveau, Albert, est-ce que tu peux développer ton influence sur LinkedIn, hein. Les gens, enfin, c'est un peu cash aussi ce que je vais dire, mais les gens ne sont pas là forcément pour t'aider. Moi je crois qu'on est son meilleur allié. Et surtout que les groupes LinkedIn, ce n'est pas valorisé par la plateforme. Donc on répondra sur ça. Julien, c'est bon pour toi? Oui, non, mais après Albert, je pense que c'est le Albert que je connais. Et que tu connais aussi, Julien, je pense. Oui, c'est assez compliqué le groupe LinkedIn. Je crois que LinkedIn essaye de pousser les groupes dans le fil d'actualité, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont finalement fermé leur groupe LinkedIn et dit bon, bah, maintenant on va sur Slack. Comment tu peux donner plus de visibilité? Peut-être en partageant de temps en temps quand tu fais des contenus, d'en renvoyer vers le groupe LinkedIn. Alors les gens vont s'inscrire. Le problème, c'est que les contenus et les échanges que tu vas avoir, en fait, les gens n'interagissent pas simplement parce qu'ils ne le voient plus. En fait, après, ils ne voient plus ton contenu que tu as publié sur ton groupe. Donc ça, c'est un peu compliqué.
Donc, soit tu veux continuer sur ton groupe LinkedIn, et donc je pense que quand tu partages dans des contenus, et bah, tu partages ton groupe LinkedIn. Si tu fais une newsletter ou dans ta signature de mail, par exemple, tu peux faire un lien sur ton groupe LinkedIn si tu veux que les gens s'inscrivent. La problématique de ça, c'est que les gens rentrent dans ta communauté, mais ils n'auront plus ta visibilité. Tu auras beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de chances, en connaissant en plus, d'utiliser plutôt ton profil pour créer une communauté et raconter ton histoire. Là, tu auras beaucoup plus de chances. Maintenant, si ton groupe LinkedIn a un objectif un peu précis, entre guillemets, d'entre-soi, pour partager certaines choses, je verrais plus un groupe sur WhatsApp, un groupe Facebook, ou alors un groupe sur Messenger. Voilà, ou Mais sur Slack. ouais, tu as raison Voilà. sur ça. Voilà. Ouais. Malheureusement, c'est compliqué avec les groupes LinkedIn. Ils vont, je pense, clairement changer et vouloir donner plus de visibilité au groupe. Maintenant, là, ça me paraît compliqué. Et si tu as du mal en plus à générer de l'interaction, c'est simplement parce que les gens ne voient pas ton compte. Ouais. Bon, on arrive sur la fin du live. Juste, je fais un dernier point par rapport à ce que j'ai vu sur GC Information. Moi, ce que je fais, par exemple, sur mes posts LinkedIn qui marchent bien, je ne vais pas forcément les relancer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les reposter. Par exemple, je vais les reposter 3 semaines, un mois après. Parce que les gens, ils oublient déjà le contenu qu'on a publié. Alors, ça fonctionne si tu fais du contenu qui n'est pas daté. Moi, j'appelle ça faire du contenu froid, pas du contenu où il y a une date à l'intérieur. Je rappelle que vraiment, on a mis le lien pour s'inscrire au prochain live. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à cliquer directement sur le lien. On ne va pas vous envoyer 10 000 emails. Vous allez recevoir un email par semaine qui va vous dire que quand on fera le live sur tel sujet, comme ça, si ça vous intéresse, vous êtes au courant. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne venez pas sur le live. Mais pour nous, c'est vraiment important pour qu'on puisse aussi continuer à apporter le maximum de valeur aux gens qui vous suivent, qui nous suivent. Si vous avez des sujets aussi spécifiques qu'on voulait qu'on aborde, vous l'avez compris que nous, on n'est plus sur LinkedIn et tout ce qui est autour du web marketing. Donc, on peut vous en parler. Moi, avant, j'étais community manager, donc je connais aussi très bien la partie sur les réseaux sociaux. On a vraiment envie d'apporter des éléments sur ça. C'est un temps qu'on est tout à fait prêt à consacrer. Donc, s'il y a des questions, on y répondra. Inscrivez-vous bien sur le lien qu'on a partagé. Et surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à venir partager les retours sur ce qu'on vous a dit. Donc, Julien, il a plus parlé que moi ce soir parce qu'il ça lui tenait à cœur. Il avait envie de partager un petit peu sur le confinement. Donc, des fois, ça sera plus moi qui vais parler. C'est pour ça aussi qu'on fait ça à deux. C'est hyper important pour nous. Donc, inscrivez-vous bien pour recevoir les prochains emails pour le live, un email par semaine avec ça. Et puis surtout, partagez votre retour d'expérience en nous mentionnant sur LinkedIn. On sera très content de vous apporter aussi un petit peu de visibilité en venant commenter vos publications. Parce que si on commente avec une phrase longue, vous allez avoir aussi plus de visibilité au niveau de l'algorithme LinkedIn. D'accord? Voilà pour moi. Pour toi, Julien, c'est bon? Écoutez, merci beaucoup pour ce moment, ces questions, ces échanges. Moi, je suis convaincu qu'avec Julien, on a pris la bonne décision de faire ces lives une fois par semaine. Ça nous fait toujours très plaisir de les préparer et de les partager avec vous. On espère honnêtement que ça a été hyper concret et que ça va vous servir là dans cette période qu'on partage tous. Et voilà, on espère échanger bientôt avec vous, aussi bien sur LinkedIn que sur un autre live si un des prochains sujets qu'on abordera vous intéressera. Ouais. Et en tout cas, voilà, je pense que s'il y a une chose à faire, c'est partager du live, du contenu, rapprochez-vous de votre réseau. Allez-y, c'est maintenant. Essayez d'être souple dans vos négociations, dans l'approche avec les prospects. Et c'est la bonne façon pour essayer de continuer à signer des clients malgré la situation de confinement. Tout à fait. On vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée. On vous enverra le replay bonne soirée, normalement. Et on vous enverra le replay quand on pourra. La dernière fois, ça a mis 10 heures pour charger sur YouTube. Donc, on vous enverra tout ça. Et jeudi prochain, on risque de refaire un nouveau live sur ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, aussi à mentionner des personnes dans votre réseau qui pourraient être intéressées par ces discussions très pratiques. Nous, on n'est pas des théorisateurs. On est vraiment là aussi pour explorer et montrer ce qu'on fait au quotidien. C'est ça aussi qu'on inclut à nos clients, à nos prospects. Donc, c'est toujours un plaisir. On vous souhaite à toutes et tous une très, très bonne fin de soirée. Julien, il est encore dans la journée en Colombie. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live, no bullshit, des lives pour passer à l'action.